Patrimoine. Nous sommes un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé en 2003. Nous avons des bureaux à Toulouse et en région parisienne. Nous sommes aujourd'hui une quinzaine de personnes, dont 8 conseillers, qui sont là pour vous accompagner dans vos projets. Gestiondepatrimoine.com, c'est notre site internet, notre vitrine. Vous pouvez y trouver toutes sortes d'informations, que ce soit techniques ou de toutes sortes en fait. Donc n'hésitez pas surtout à consulter notre site internet et nous relevons bien sûr en tant que conseiller en gestion de patrimoine de différentes réglementations, le statut de CIF, c'est-à-dire conseiller en investissement financier. Nous avons aussi le statut de courtier en assurance et enfin le statut d'agent immobilier. Notre métier, de quoi il s'agit, mais c'est tout simplement répondre à vos objectifs, trouver une solution à vos problématiques, que vous soyez dans une phase de création de patrimoine, de développement de ce patrimoine, que vous cherchiez à obtenir des revenus complémentaires ou à transmettre votre patrimoine. Nous sommes là pour vous assister et nous vous offrons une approche qui soit aussi bien économique, juridique que fiscale, transversale. Donc voilà. Bien, nous allons pouvoir à présent commencer notre webconférence sur le thème de la déclaration de revenus. Ce thème est très personnel à chacun. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter. Nos conseillers sont là pour vous apporter des réponses à vos questions personnelles, vous aider dans votre déclaration. Donc, n'hésitez pas à consulter soit votre conseiller en gestion de patrimoine, sinon adressez un mail à charles@gestiondepatrimoine.com avec vos questions, ou bien tout simplement appelez-nous pour qu'on puisse répondre à vos attentes. Nous allons traiter de quoi ce soir? Nous allons faire un point d'abord sur l'année 2018, cette fameuse année blanche. Quel est l'impact sur votre déclaration de revenus? Nous avons fait un webinaire exclusivement réservé à cela. Donc là, c'est vraiment quelque chose de beaucoup plus réduit et synthétique sur l'impact de l'année blanche au moment de votre déclaration de revenus. Ensuite, nous répondrons aux questions, mais finalement qu'on a les plus souvent en tant que conseiller en gestion de patrimoine au moment de la déclaration de revenus. Voilà les questions qui reviennent le plus fréquemment. Il s'agit donc d'un rattachement d'enfants, de frais réels, d'options à l'IR ou au PFU, d'options au réel ou au micro, etc., etc. Donc nous allons essayer de lister les questions qui se posent le plus souvent. Bien sûr, vu la quantité de cases, si vous avez commencé votre déclaration de revenus, vous le savez bien, c'est toujours la même chose. Vu la quantité de cases qu'il y a sur une déclaration de revenus et vu le nombre de déclarations, de formulaires différents qu'ils soient, nous ne répondrons pas aujourd'hui à toutes ces questions, c'est bien évident. Voilà, donc là, je vais vraiment traiter le plus commun. Et après, pour tout ce qui est particulier, mais voilà, n'hésitez pas soit à m'arrêter aujourd'hui et à me poser des questions, sinon, bien sûr, à nous contacter ultérieurement. Et à la fin, on finira par un petit point sur un élément qu'on voit souvent aujourd'hui, une question qu'on a souvent sur l'optimisation du taux de prélèvement à la source. Donc, 2018, année blanche, quel impact pour ma déclaration? Le principe de l'année blanche, bon, vous l'avez tous bien compris, on a mis en place le prélèvement à la source au 1er janvier 2019 pour éviter une double imposition en 2019 sur les revenus 2018 et sur le prélèvement que l'on paye depuis le 1er janvier 2019 à la source. Il y a ce qu'on appelle donc cette fameuse année blanche. Cette année blanche, c'est quoi? En fait, l'impôt sur le revenu, nous allons faire une déclaration de revenus de façon classique, comme tous les ans. Par contre, il y aura toujours une distinction sur cette déclaration de revenus-là, et c'est unique, ce ne sera que sur cette année-là. Il y aura une distinction entre l'impôt dû sur les revenus dits courants, qui sera annulé par le biais d'un crédit d'impôt que nous appelons donc un CIMR, crédit d'impôt modernité recouvrement. Donc le CIMR va annuler l'imposition sur les revenus courants et seuls resteront imposés les revenus dits exceptionnels. Et justement, qu'entend-on par des revenus exceptionnels?
des revenus exceptionnels sont par définition, des revenus qui ne sont pas censés, se renouveler tous les ans. L'administration fiscale a sorti donc, différentes instructions sur, cette définition de caractère, de qualification courante ou exceptionnelle. Nous allons faire un point catégorie par catégorie. Pour tout ce qui concerne la catégorie des salaires, des pensions et des rentes viagères, le principe, c'est que la totalité des salaires est un revenu courant. Un revenu courant, même si l'année 2018, vous avez des revenus qui sont supérieurs aux précédentes années, on considère que la totalité de ces salaires est un revenu courant et donc qui bénéficiera du CIMR. Par contre, pour tout ce qui est primes et bonus, on distingue les primes et bonus qui sont compris dans le contrat de travail. Dans le contrat de travail, j'ai dans mon contrat de travail une prime de performance, j'ai atteint cette performance-là, j'ai droit à cette prime, donc du coup, le revenu n'est un revenu courant, n'est pas un revenu exceptionnel. Sont uniquement qualifiés d'exceptionnels, finalement, des primes et des bonus qui n'ont pas l'habitude de se renouveler, qui ne sont pas inscrits dans le contrat de travail, qui n'ont pas l'habitude de se renouveler. Car des primes qui ne sont pas inscrites dans le contrat de travail, mais qui reviennent régulièrement et pour un montant régulier, peuvent être considérées comme des primes habituelles et donc du coup ne pas rentrer dans un revenu exceptionnel. Pour tout ce qui est épargne salariale, les PE, les PEG, si vous retirez de l'argent sur ces plans, c'est considéré comme un revenu exceptionnel, sauf à ce que ça soit au-delà de la durée de détention de 5 ans ou si vous avez des cas, vous rentrez dans des cas légaux de déblocage de fonds. Là, on considère que c'est un revenu courant. Certains ont des CET en entreprise, des comptes épargne-temps et ont la possibilité de monétiser les jours mis de côté. Donc les jours mis de côté sont considérés comme un revenu, enfin, ceux qui se font payer, ces jours mis de côté qui se font payer, sont considérés comme des revenus courants dans la limite de 10 jours. Si vous vous faites payer 15 jours de compte épargne-temps, 10 jours seront des revenus courants, donc qui ne seront pas soumis à impôt, et 5 jours seront considérés comme des revenus exceptionnels soumis à impôt. Ensuite, il y a les revenus, tout ce qui est indemnité de rupture de contrat de travail. Donc, par définition, un contrat de travail ne s'arrête pas tous les ans. Donc, c'est un revenu exceptionnel. Attention, à cela, il faut distinguer lorsqu'il y a une rupture de contrat de travail, il y a l'indemnité de rupture et tout autre type d'indemnité, des congés payés, des préavis, une fin de CDD, une fin de mission. Ça, par contre, tous ces éléments-là sont considérés comme des revenus courants. Petite optimisation possible sur ces éléments de salaire, pension et rente. Si jamais vous avez des revenus exceptionnels qui rentrent dans cette catégorie-là et que vous avez opté pour des frais réels et que vous pouvez justifier que certains de ces frais réels ont été engagés en vue de l'acquisition ou de la conservation de ce revenu exceptionnel, dans ces cas-là, ils peuvent être imputés directement et uniquement sur les revenus exceptionnels. Ils ne seront pas fondus dans l'intégralité de vos revenus salariaux. Du coup, ça viendra d'autant diminuer votre revenu exceptionnel taxable. Il faudra par contre en faire la demande, c'est pas systématique, et il faudra bien sûr conserver les justificatifs. Alors, on me pose une question. Mon employeur doit-il déclarer ses primes? Elles apparaissent dans la déclaration pré-remplie. Alors oui, normalement, elles apparaissent. La difficulté, c'est qu'en fait, votre employeur vous fournit un montant global à déclarer. Il ne distingue pas revenu exceptionnel, revenu courant. C'est à vous d'en faire la qualification. Et d'ailleurs, pour cela, l'administration fiscale, et c'est la suite de mon propos, l'administration fiscale a mis en place un simulateur revenu brut, revenu net. Puisqu'en fait, souvent, les revenus exceptionnels type prime sont mentionnés en brut par l'employeur. Je suis employeur, tu as eu des résultats exceptionnels, tu as eu ta prime de résultat, elle est de 5 000 €.
l'employeur parle en brut. Du coup, l'administration fiscale a mis en place un simulateur qui nous permet de retranscrire ce brut en net. Et c'est donc ce net imposable qu'il faudra indiquer donc, dans votre déclaration de revenus. Concernant les BIC, BNC et BA, BIC, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux ou bénéfices agricoles. L'exclusion, on exclut du CIMR tout ce qui est bénéfice soumis à l'impôt sur les sociétés. Donc ça déjà on n'en parle pas puisque c'est déjà soumis à un impôt, donc on ne va pas l'intégrer à l'impôt sur le revenu. Et on exclut également les micro-entreprises. Alors attention, un petit point sur les micro-entreprises. Ceux qui sont micro-entrepreneurs et qui ont choisi d'opter en 2018 qui ont enlevé leur statut de micro-entrepreneur en 2018, pensant pouvoir bénéficier du CIMR, si en 2019 vous reoptez pour la micro-entreprise, vous serez automatiquement retoqué par l'administration fiscale. Elle l'a mentionné, c'est un élément qu'elle ne veut pas voir, des changements micro-entreprise ou entreprise classique, dans le seul but d'optimiser cette fameuse année blanche de 2018. Donc, pour les BIC, BNC et BA, on a des revenus exceptionnels par nature, une subvention, une plus-value, des choses comme ça. Et puis surtout, on a des revenus exceptionnels par leur montant. Les revenus exceptionnels par leur montant seront définis en comparaison des revenus qui seront perçus en 2015, 2016 et 2017. Si mon revenu 2018 est supérieur à ces 3 années, c'est considéré comme le surplus sera considéré comme un revenu exceptionnel, puisqu'en fait, on prendra la plus élevée de ces 3 années-là en termes de revenus, et c'est le surplus qui sera considéré comme un revenu exceptionnel. Exemple, 2015, 2016, 2017, j'ai 80, 90 000 et 100 000 euros de BNC. En 2018, j'ai 120 000 euros de BNC. Eh bien, on prendra la plus élevée, 100 000. Je déclare 120 000 en 2018. On considère que pour 20 000 euros, j'ai un revenu exceptionnel en 2018. Par contre, en 2019, si je suis toujours en progression, je suis à 125 000 euros, eh bien, dans ces cas-là, 2018 ne sera plus considéré comme un revenu exceptionnel et on me restituera un crédit d'impôt, un CIMR complémentaire, parce que ce n'était finalement pas un revenu exceptionnel, c'était juste la progression normale de mon activité. Les revenus fonciers. Les revenus fonciers sont la plupart des revenus courants. Pour qu'ils soient définitivement qualifiés de revenus courants, il faut qu'ils soient à terme échus en 2018 et il faut qu'ils soient effectivement encaissés en 2018. Donc, si j'ai un arriéré de loyer que je perçois en 2018, je ne dois pas le déclarer, je dois le déclarer en 2018 comme un revenu exceptionnel. Donc ça, il faut faire attention. Pareil, si mon locataire n'a pas payé le mois de décembre 2018 et me le paye en janvier 2019, je ne dois pas déclarer janvier 2018 comme un revenu, je le déclarerai en 2019. Attention pour tout ce qui est loyer, quand vous ferez votre déclaration 2044 sur tout ce qui est revenu foncier, il est très important, tout à la fin de votre déclaration, vous avez un nouveau pavé qui s'affiche concernant l'année blanche, justement, où il est important, il faut réindiquer dans cette case-là vos loyers bruts encaissés bien par bien. Cela ne se fait pas automatiquement. Donc, surtout ne passez pas vite là-dessus, c'est primordial, puisque si vous ne reportez pas vos revenus bruts sur ces cases-là, ils seront par définition considérés comme des revenus exceptionnels et donc taxés. Donc, bien attention à ce point-là. Donc, on a vu que tout ce qui était revenus courants serait par définition exonéré de par l'application du CIMR, du crédit d'impôt modernité recouvrement. Les revenus exceptionnels, quant à eux, comment seront-ils imposés? Eh bien, en fait, vu la formule de calcul du CIMR, les revenus exceptionnels ne seront pas imposés à votre tranche marginale d'imposition, c'est-à-dire la tranche la plus élevée de votre fiscalité, puisque nous avons en France un barème progressif. Donc nous avons une tranche à 0%, 14%, 30%, 41% et 45%.
et entre guillemets, on remplit chacune de ces cases au fur et à mesure. Donc, j'ai ma tranche marginale d'imposition qui est à 30 ça ne signifie pas que je suis imposée pour le global à 30 juste que mes revenus les plus élevés sont imposés à 30 et je bénéficie de toutes les tranches subséquentes. Donc, du coup, on a un taux moyen, le taux d'imposition moyen, qui est inférieur à cette tranche marginale d'imposition. Donc, si on était dans une année normale, j'ai un revenu exceptionnel, j'ai une prime exceptionnelle en 2018, en 2017, j'ai une prime exceptionnelle en 2017, ben cette prime exceptionnelle va être taxée à ma tranche marginale d'imposition. Elle va s'en rajouter à mes revenus, donc être imposée au plus haut. En 2018, on est imposé uniquement au taux moyen, donc qui est mathématiquement un taux inférieur à la tranche marginale d'imposition. Donc, finalement, il est intéressant de constater des revenus exceptionnels en 2018 parce qu'on a une fiscalité qui est bien moindre que pour les prochaines années. Donc, ce n'est pas parce que c'est un revenu exceptionnel que on est fortement qu'on est pénalisé. Au contraire, un revenu exceptionnel en 2018, c'est une bonne chose. Alors, venons-en aux questions les plus fréquemment posées à nos conseillers. Nous avons essayé de lister en effet ces questions les plus fréquentes. Tout d'abord, et donc je vais passer ces questions dans l'ordre chronologique où elles apparaissent dans votre déclaration de revenus. Tout d'abord, on vous demande, lorsque vous établissez votre déclaration de revenus, tout d'abord, on vous demande si votre situation familiale, matrimoniale a changé. Et la question qui se pose en effet dans ces cas-là, c'est je viens de me marier, oui. Il paraît que je peux faire une déclaration commune ou une déclaration séparée. Lequel de ces choix est le préférable pour moi? Puisqu'en effet, l'année du mariage ou du Pacs, on a une option entre une déclaration commune ou une déclaration séparée. Ça, c'est la première année uniquement. En général, si les revenus sont à peu près similaires, les disparités de revenus sont importantes, il est préférable de faire une déclaration commune. Pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est surtout si les tranches marginales d'imposition sont différentes. J'ai un de mes couples qui a une tranche marginale d'imposition à 14 l'autre à 41 de faire une imposition commune va permettre de diminuer le taux moyen global du couple plutôt que si chacun conservait son taux moyen d'imposition. Donc du coup, en cas de disparité importante, une déclaration commune est préférable. Par contre, en 2018, c'est un peu différent puisque si on a uniquement des revenus courants, ça n'a pas d'impact. Déclaration commune, déclaration séparée, c'est la même chose. Par contre, s'il y a des revenus exceptionnels et que ces revenus exceptionnels sont perçus par la personne qui est la plus imposée du couple, dans ces cas-là, il sera judicieux de réaliser une déclaration commune pour diminuer le taux moyen du couple, puisque les revenus exceptionnels, je vous rappelle, sont imposés au taux moyen. Voilà. Et si par contre les revenus exceptionnels sont perçus par la personne la moins imposée, déclaration séparée, puisque son taux moyen d'imposition est faible. Autre question fréquente, j'ai mon enfant qui est majeur et qui est étudiant, je le détache ou je le garde, je le détache et je le déclare une pension alimentaire ou je le rattache à mon foyer fiscal. Un enfant jusqu'à ses 21 ans ou 25 ans s'il poursuit ses études peut être rattaché en effet au foyer fiscal de ses parents. Quelques éléments à avoir en tête. Tout d'abord, une demi-part fiscale, donc un enfant vous fait gagner une demi-part fiscale. Toute demi-part fiscale est plafonnée dans son gain à 1 551 € de réduction d'impôt. C'est-à-dire que si j'ai 2 parts ou 2 parts et demie, la demi-part supplémentaire ne peut pas me faire gagner plus de 1 551 € d'impôt. On est plafonné. Autre élément, si je déclare une pension à mes enfants, je verse une pension à mes enfants, cette pension, je ne peux la déduire qu'à hauteur de 5 888 €. Et autre élément, quand je rattache un enfant, j'ai droit à des frais de scolarité qui sont de 183, à une réduction pour frais de scolarité qui est de 183 € pour des études supérieures. J'ai fait un petit calcul.
rapide et vous allez comprendre pourquoi. Si je détache, si j'ai mon enfant rattaché, donc du coup, ma réduction d'impôt, c'est 1 551 € plafonnement, plus 183 € de réduction d'impôt. Eh bien, si j'ai une tranche marginale d'imposition à 30%, le fait de déduire ces 5 888 € me fait gagner 1 766 €. Donc, on a une différence, un delta de 32 € entre l'une ou l'autre des solutions, à la tranche marginale à 30%. Donc, en conclusion, si ma tranche est à 30%, c'est quasi équivalent, ou l'un ou l'autre. Un élément qui peut entrer en considération sur le choix, on le voit de temps en temps, il y a des avantages sociaux quand on a des enfants rattachés de type CE, des comités d'entreprise, des éléments de ce type-là. Donc là, peut-être réfléchir au-delà de l'impôt pour voir s'il n'est pas intéressant de conserver son enfant en charge. Mais par contre, dès que la tranche marginale d'imposition est supérieure à 30%, donc 41 ou 45%, dans ces cas-là, systématiquement, il est préférable de détacher son enfant et de lui déclarer une pension alimentaire. Autre question, je suis salarié, est-ce que j'opte pour les frais réels ou je reste au forfait? Le forfait, il est de 10%, plafonné à 12 500 € par an. Les frais professionnels que l'on peut déduire sont le transport, domicile-travail, par l'application d'un barème kilométrique qui est fonction donc des chevaux du véhicule que vous utilisez, des chevaux fiscaux du véhicule que vous utilisez. Et puis il y a d'autres éléments que l'on peut déduire et que l'on ne sait pas forcément. Tout ce qui est formation. Je me paye une formation pour conserver mes revenus dans le cadre de mon activité. Ces frais de formation sont déductibles. Il y a également des frais de vestimentaire qui peuvent être déductibles si je dois avoir une certaine tenue pour mon travail. Des frais de nourriture à hauteur de 4,80 € par jour peuvent être déduits, à condition qu'il n'y ait pas de cantine à l'entreprise ou que vous n'ayez pas droit des tickets resto. Et puis également, il peut y avoir des cas de double résidence qui peuvent entraîner des frais qui sont déductibles. Donc, c'est tout simplement comparer 10% de votre revenu salarié net imposable à la somme de ces frais professionnels. Sachant que avec la déclaration en ligne, les choses sont facilitées puisqu'au niveau du barème kilométrique, vous avez uniquement à indiquer de quel type de véhicule vous disposez et le montant et le nombre de kilomètres que vous réalisez, et on a du coup ainsi un calcul qui est automatiquement fait sur la déclaration des revenus en ligne. Au niveau des revenus de capitaux mobiliers, je perçois des revenus de mon PEL ou des dividendes où je fais des plus-values de valeurs mobilières. Depuis le 1er janvier 2018, tous ces revenus-là sont soumis à un prélèvement forfaitaire unique qui est de 30%. Le prélèvement forfaitaire unique se distingue de 30%, c'est la somme de deux éléments, les prélèvements sociaux à hauteur de 17,2% et un impôt de 12,8%. Donc on a au global 30%. On a la possibilité de revenir au barème de l'impôt sur le revenu classique. Donc ce barème fait que du coup on aura ces revenus qui rentreront dans le calcul de l'impôt sur le revenu et qui seront également soumis en plus aux prélèvements sociaux de 17,2%. Attention toutefois, l'option est globale, c'est-à-dire qu'elle va s'appliquer à l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers. Je vous ai mis une petite impression d'écran concernant les revenus des valeurs et capitaux mobiliers, puisque si vous en fait, c'est une toute petite case. Si vous souhaitez être imposé au barème, il y a cette petite case 2OP qui est à cocher. Je la trouve très peu visible, donc c'est pour ça que je vous ai mis une impression là-dessus. Et c'est comme ça que vous optez pour le barème, sinon automatiquement c'est le prélèvement forfaitaire unique qui est appliqué. Pour choisir entre les deux, bien, en fait, il y a différents paramètres et il n'y a pas vraiment c'est très difficile de donner une règle.
Donc, premier paramètre, bien sûr, votre taux d'imposition au barème, si vous êtes à une tranche à 14, 30, 41 ou 45. Ensuite, il y a le revenu net face au revenu brut. Par exemple, si on parle de dividendes, si je souhaite l'application du barème, j'ai droit à un abattement de 40%, qui n'est pas appliqué sur le prélèvement forfaitaire unique. Donc, si c'est des dividendes, l'abattement de 40% peut faire qu'il est plus intéressant de bénéficier du barème d'imposition et non pas du prélèvement forfaitaire unique. Et puis, il y a aussi une CSG déductible de 6,8 points, qu'il ne l'est uniquement quand on opte pour le barème de l'impôt sur le revenu. Au prélèvement forfaitaire unique, on n'a pas droit à cette déduction. Donc, globalement, sur les années à venir, si on reste sur ces modalités d'imposition-là, globalement, dès la tranche à 30%, si vous êtes à une tranche à 30%, il est préférable d'opter pour le prélèvement forfaitaire unique, sauf cas particulier où vous avez droit à des abattements, notamment, je pense, aux cessions et aux plus-values de valeurs mobilières, où là, vous pouvez avoir droit à des abattements pour durée de détention. Et ces abattements, vous y avez droit uniquement en cas de soumission au barème et pas au prélèvement forfaitaire unique. Donc ça, ça s'étudiera au cas par cas en fonction des revenus vraiment, du type de revenu que vous percevrez. Par contre, pour 2018, avec l'application du taux moyen, le barème sera très souvent préférable puisqu'il sera inférieur à la tranche marginale d'imposition et il peut être, il sera peut-être, il sera régulier en tout cas de voir un taux moyen inférieur au 12,8 de prélèvement forfaitaire unique. Concernant les revenus fonciers, une des questions qui nous vient souvent, c'est est-il préférable d'opter pour le micro-foncier ou pour le réel? Le micro-foncier, c'est simple. Vous prenez vos recettes et vous appliquez un abattement de 30% sur ces recettes, qui représente en fait l'ensemble des charges déductibles. Donc le micro-foncier est limité aux personnes qui ont des recettes foncières inférieures à 15 000 euros. Donc ça, c'est le foncier. Et si on le compare au réel, on prend l'intégralité des charges qui sont déductibles, c'est-à-dire les frais d'administration et de gestion, les travaux de réparation, d'entretien, d'amélioration, les primes d'assurance, taxes foncières, provisions, intérêts d'emprunt et assimilés. Juste, je fais un petit topo sur les intérêts d'emprunt et assimilés. On est dans une carrière de taux, on est dans une période de taux bas aujourd'hui et on voit beaucoup de renégociations de crédit. Tout ce qui est indemnité de remboursement anticipé, nouveaux frais de garantie, frais de dossier pour la mise en place de nouveaux crédits, etc., sont déductibles. C'est un élément qui est souvent omis et qui pourtant peut avoir un sacré changement, puisque c'est vrai que des pénalités de remboursement anticipé, plus des frais de garantie, etc., peuvent diminuer de façon très intéressante vos revenus fonciers, le niveau de vos revenus fonciers. Donc voilà, donc au niveau des intérêts d'emprunt, n'oubliez pas tous ces frais annexes. Donc pour savoir s'il est préférable d'être au micro ou au réel, eh bien tout simplement j'évalue l'intégralité de mes charges déductibles et si ces charges sont inférieures à 30% de ces recettes, il sera préférable d'opter pour le micro foncier. J'ai une question, donc il faudra cocher la case 2OP en grande majorité, oui, mais une simulation s'impose. Comme je vous disais, c'est en fonction vraiment des situations. En grande majorité, certainement, mais je ne peux pas émettre d'opinion plus tranchée que ça. Voilà. Passons aux revenus de location meublée. Comme les revenus fonciers, les locations meublées, il existe un régime micro, c'est le micro-BIC. Là, l'abattement, la limite n'est pas de 15 000 euros, mais on peut y avoir droit jusqu'à 70 000 euros. Et l'abattement n'est pas de 30%, mais de 50%. Donc, pareil, il faut que je compare ces 50% de mes recettes face aux charges déductibles. En location meublée, les charges déductibles, c'est quoi? C'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure pour les revenus fonciers, mais à cela, il faut rajouter l'amortissement du bien. Puisque si vous n'êtes pas dans un régime,
de réduction d'impôt tel que le Censi-Bouvard. Si vous n'êtes pas dans un régime de la sorte, vous avez la possibilité d'amortir le bien, c'est-à-dire de passer une charge comptable, fiscalement déductible, qui représente finalement, qui est à peu près d'un trentième de la valeur du bien, puisque c'est un trentième pendant 30 ans que vous pouvez passer en amortissement. Je vous le fais de façon assez synthétique, c'est un peu plus compliqué que cela. Et en fait, cet amortissement du bien, on voit que grâce à cet amortissement-là, le régime réel est bien souvent préférable au régime micro, même si on est à 50% d'abattement. L'amortissement permet généralement d'obtenir des revenus peu, voire pas du tout fiscalisés, puisqu'on va avoir un revenu net fiscal proche de zéro grâce à cet amortissement. Ensuite, nous avons d'autres questions sur les réductions d'impôts. Alors, sur les réductions d'impôts, on en a beaucoup, mais c'est souvent sur des dispositifs de défiscalisation, du Robien, du cellier, des éléments de ce type-là. Je ne peux pas toutes les énumérer, il y en a beaucoup trop. Je me suis limitée finalement aux questions les plus classiques concernant la réduction d'impôts. C'est celles qui concernent les dons. Puisqu'en effet, on a deux cases pour déclarer ses dons. On a 75% ou 66% de réduction d'impôt. Donc là, il faut bien faire attention. Si le bénéficiaire de la réduction d'impôt est un organisme venant en aide aux personnes en difficulté, vous pouvez bénéficier de 75% de réduction d'impôt, dans la limite de 537 €. Les autres organismes, donc des organismes qui n'ont pas de but lucratif, que ça peut être aussi bien des associations culturelles, sportives ou des partis politiques, ouvrent droit donc à une réduction d'impôt de 66%. Également, imaginons, je fais un don de 1 000 € à un organisme qui vient en aide aux personnes en difficulté. 537 € ouvriront droit à 75% de réduction d'impôt. Le surplus ouvrira droit à une réduction d'impôt de 66%. Il ne faut pas oublier le delta qui ouvre droit à la réduction d'impôt de 66%. Voilà, j'ai passé rapidement les questions les plus fréquentes que nous avons de nos clients. Une autre toute neuve, puisque finalement ce n'est applicable que depuis quelques mois. Cette question toute récente, c'est comment je peux optimiser le taux de mon prélèvement à la source. Parce qu'en effet, il a été calculé. Donc, vous avez bien vu, l'année dernière, vous avez pu opter pour un taux commun au foyer ou un taux individualisé par membre du foyer. Ou vous avez pu opter pour un taux neutre. Le taux neutre est souvent un taux plus élevé que le taux classique, puisqu'on considère la situation d'un célibataire sans enfant et n'ayant que des revenus salariés. Donc souvent, on a un taux neutre qui est élevé, donc finalement, il y a très peu de personnes qui ont opté pour ce taux neutre. Mais par contre, voilà comment je peux optimiser, est-ce que je peux optimiser mon taux de prélèvement à la source? Alors déjà, qu'une chose soit claire, on ne peut pas modifier son taux de prélèvement à la source en prenant en compte les réductions et crédits d'impôt auxquels nous avons droit. En effet, le taux de prélèvement ne tient pas du tout en compte ces éléments-là. De plus, il n'est pas possible de demander une modulation du taux de prélèvement en fonction des réductions d'impôt. J'ai 10 000 € d'impôt, je sais que je vais payer à peu près 10 000 € d'impôt, mais j'ai une réduction d'impôt de 5 000 €. Je ne vais pas pouvoir diminuer mon taux de prélèvement de la moitié, même si je sais qu'au final, je ne paierai, j'aurai finalement une restitution d'impôt due à cette réduction d'impôt. Puisque les réductions et crédits d'impôt seront toujours prises en compte finalement au moment de votre déclaration de revenus. Donc maintenant, vous faites votre déclaration de revenus, eh bien, c'est là où vous mentionnez tout ce qui est réduction et crédit d'impôt. Et en août ou septembre, au moment de la réception de vos avis d'imposition, vous verrez qu'il y aura eu un rattrapage, une rectification de votre prélèvement en fonction des réductions et crédits d'impôt auxquels vous avez droit. Voilà. Par contre, ce qui impacte le taux du prélèvement à la source, c'est tout ce qui est charge déductible du revenu global. Par charge déductible du revenu global, il n'y en a pas énormément. Il y a les pensions alimentaires qu'on peut verser à un enfant ou à un ascendant.
il y a la CSG déductible et il y a les versements sur tout ce qui est épargne retraite, pertes, préfonds, etc. Et cas vraiment à part, les charges foncières liées aux monuments historiques. Voilà. Donc si vous avez un PERP et un préfonds, donc l'année dernière, on vous a certainement conseillé de ne pas verser parce qu'en et certainement pas cette année non plus, parce qu'en effet, il y a un dispositif anti-optimisation qui fait que l'impact fiscal était moindre. Mais à partir de 2020, il pourra être intéressant de reverser sur vos pertes pour tout simplement diminuer le taux de prélèvement à la source et donc avancer moins que nécessaire finalement sur votre imposition. Autre élément qui peut impacter le taux, c'est l'application du PFU. Si vous optez pour le barème, et bien finalement, tout ce qui est revenu de capitaux mobiliers soumis au barème, eh bien, vont venir augmenter votre taux de prélèvement à la source. Voilà. Donc finalement, voici les 2 points uniquement que l'on peut prendre en compte pour diminuer le taux de prélèvement à la source. Sauf bien sûr si votre situation familiale ou si vos revenus ont fortement diminué, dans ces cas-là, vous pouvez demander à un ajustement de votre taux. Voilà, eh bien on a fini pour ce soir pour ma présentation. En conclusion, je voulais juste rappeler que les modalités de paiement de l'impôt se simplifient par le prélèvement à la source. En effet, on a ce taux qui est appliqué sur les bulletins de salaire, sur un acompte sur les revenus fonciers et sur les BIC et BNC, sur les revenus indépendants. Donc, ça peut paraître plus simple, il n'empêche que la déclaration des revenus reste identique. Elle ne change pas, et au contraire, aujourd'hui, avec la mise en place du prélèvement forfaitaire unique, la conservation des divers dispositifs fiscaux, des défiscalisations et l'évolution législative perpétuelle, tout ça fait qu'une déclaration de revenus n'est pas chose aisée. On le sait, on le voit. Et c'est pour ça que concrètement, on conseille de se faire assister par un professionnel pour vous aider dans votre déclaration de revenus. Et d'ailleurs, je finirai du coup par la présentation de notre cabinet, puisque donc notre cabinet de conseil en gestion de patrimoine peut vous assister dans l'établissement de votre déclaration d'impôt, faire les simulations dont on a parlé, entre justement le choix prélèvement forfaitaire unique en termes de valeur mobilière, etc., de plus-value de valeur mobilière, entre PFU et soumission au barème. Notre cabinet, nos conseillers peuvent vous assister sur ces éléments-là. Puisque notre métier, c'est quoi au final? On l'a vu tout à l'heure rapidement. Nous faisons quoi? Nous avons avant tout une notion de conseil par l'établissement d'un bilan patrimonial qui analyse votre situation, qui reprend vos objectifs et vos moyens. Ensuite, il y a des préconisations que nous mettrons en place ensemble enfin, nous établirons une stratégie patrimoniale et les préconisations, qu'elles soient d'ordre juridique, financier ou immobilière, pourront être mises en place avec l'assistance de votre conseiller en gestion de patrimoine. Et puis, élément important, notre métier est avant tout un métier qui s'inscrit dans le temps. Donc, la meilleure stratégie patrimoniale, les meilleures options, par exemple, une année, une option pour le PFU n'est pas forcément la meilleure option pour l'année suivante. Donc, le suivi dans le temps est primordial. Donc voilà, donc n'hésitez surtout pas à contacter votre conseiller en gestion de patrimoine pour vous aider dans tout cela. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je vais peut-être répondre aux questions qui pourraient toucher le plus de monde. Les questions les plus particulières, je me permettrai de vous y répondre individuellement. Donc, si vous pouvez me contacter individuellement pour répondre aux questions les plus particulières et les plus personnelles. Cette question.
Alors, on me pose une question. euh, nous avons là une personne qui apparemment a son conjoint qui est décédé l'année dernière et qui me demande si on doit faire un prorata sur toutes les déclarations. Puisqu'en fait, pour élargir un petit peu le sujet, en cas de décès, on fait 3 déclarations. Une déclaration commune jusqu'au décès, enfin 2 déclarations. Une déclaration commune jusqu'au décès et une autre déclaration seule jusqu'à la fin de l'année. Donc du coup, normalement, en effet, on doit réaliser ces 2 déclarations prorata temporis. C'est-à-dire que normalement, vous devez reprendre votre 2042 et 2044. 2042, établir du 1er janvier au jour du décès, et une autre 2042 après. Et pour la 2044, c'est la même chose. D'autres questions? Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose que l'on s'arrête là. Je vous laisse les coordonnées du cabinet. Comme ça, vous pouvez nous adresser vos demandes, vos questions donc par mail ou par téléphone, vous appelez par téléphone. N'hésitez surtout pas. Nous avons encore du temps hein, pour les déclarations d'impôts, puisque concrètement, elles sont échelonnées dans le temps, mais les premières s'arrêtent d'ici une quinzaine de jours. Donc voilà, il y a un petit peu de temps, mais si votre déclaration est un peu compliquée, il faut s'y prendre quand même dès à présent. Voilà. Donc, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très bonne soirée à tous. Merci d'avoir participé à ce webinaire et j'espère donc vous revoir lors du prochain. Merci, bonne soirée, au revoir.